Bonjour à tous. Bienvenue sur notre 9e webinaire Santé sur le net, portant sur l'accouchement et le postpartum. Il s'agit du deuxième et dernier épisode de notre série consacrée à la grossesse et à l'accouchement. Nous allons nous présenter. Suzanne Lamotte. Yann Blondin. Nous sommes tous les deux rédacteurs scientifiques pour Santé sur le net. Le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Donc pour information, votre micro n'est pas activé. Vous trouverez un onglet sur la droite vous permettant de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Les autres participants ne verront pas vos questions, donc n'hésitez pas. Le webinaire portera 2 parties, 15 minutes de présentation et environ 10 minutes de questions-réponses. En effet, donc dans ce webinaire, nous allons vous présenter le travail et l'accouchement, puis dans une seconde partie, le postpartum. Alors, nous vous avons déjà présenté la grossesse lors de notre précédent webinaire et vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube Santé sur le net. Et donc, après 37 à 42 semaines d'aménorrhée, votre bébé sera prêt à vous retrouver. Donc, le début du travail, ça correspond au début de l'accouchement. Il va débuter par l'apparition des premières contractions utérines et d'une modification du col de l'utérus par lequel le bébé va passer. Donc, tout au long du travail, le corps de la femme se transforme pour permettre à l'enfant de se frayer un chemin vers le monde extérieur. On décrit 3 phases lors de l'accouchement. La première, c'est l'effacement et la dilatation du col. La deuxième, c'est l'expulsion du fœtus, ou accouchement proprement dit. Et la troisième, c'est la délivrance. En effet, donc la première étape du travail, l'étape d'effacement et de dilatation du col, est marquée par l'association de modifications du col de l'utérus et de contractions utérines qui sont fréquentes et régulières. Donc la femme se présente à la maternité parce qu'elle ressent depuis quelques heures des contractions de fréquence et d'intensité croissante. Donc à noter qu'en cas de rupture de la poche des os, il faut se rendre à la maternité même si les contractions ne sont pas encore intenses. Donc concernant les modifications du col de l'utérus, celles-ci comprennent son raccourcissement, puis son effacement et enfin sa dilatation complète jusqu'à 10 cm. Donc la phase de dilatation du col de l'utérus, elle dure environ 8 heures lors de la naissance d'un premier enfant et environ 4 heures lors des naissances suivantes. Donc le déclenchement du travail est un phénomène qui dépend de plusieurs facteurs dont tous les aspects ne sont pas entièrement connus. Donc, il y a des facteurs mécaniques avec l'augmentation de la tête de l'utérus qui provoque l'étirement de ses parois et déclenche les contractions. Il y a également des facteurs hormonaux avec l'ocytocine et les prostaglandines qui stimulent puissamment le muscle de la paroi de l'utérus. Donc les contractions utérines pendant le travail sont dues à l'activité du myomètre, donc qui est le muscle de la paroi de l'utérus, et elles sont présentes durant toute la durée du travail. Les contractions utérines sont involontaires, intermittentes et rythmées car entre les contractions, l'utérus se relâche. Elles sont également progressives dans leur durée et leur intensité. Elles surviennent toutes les 5 minutes au début, puis toutes les 3 à 5 minutes après, et aussi douloureuses. Donc la douleur est souvent abdominale et pelvienne, mais elle peut également être ressentie dans la région lombaire. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième phase du travail qui correspond à l'expulsion du fœtus. Donc poussé vers le bas par les contractions, le bébé va descendre dans le bassin. Donc pour le franchir, le bébé va devoir adapter sa position, tandis que les os du bassin de la femme vont bouger et s'écarter grâce à une hyperlaxité des ligaments qui est permise par les hormones. Donc pour permettre l'expulsion du fœtus, il y a 3 étapes successives qui vont être nécessaires. La première, c'est l'engagement, qui correspond au passage de la tête du bébé entre le sacrum et le coccyx. Et pour passer, il est légèrement à l'oblique. Ensuite, il y a la descente et la rotation intrapelvienne qui se fait vers l'avant. Et finalement, c'est le dégagement qui correspond à la sortie du bébé. Donc ce mouvement de dégagement, souvent, il est lent au début et il peut s'achever assez brutalement avec parfois une déchirure du périnée. Donc la troisième et dernière phase du travail, c'est la délivrance, qui est caractérisée par le décollement et l'expulsion du placenta, du cordon et des membranes, donc suite à la reprise des contractions utérines qui ont lieu quelques minutes après l'expulsion du nouveau-né.
La délivrance se fait en général dans un délai de 30 minutes après la naissance. Attention, c'est la période la plus dangereuse pour la mère parce qu'il y a un risque d'hémorragie grave mettant en jeu le pronostic vital. Nous allons maintenant vous parler du déclenchement artificiel du travail. Donc le déclenchement artificiel du travail, c'est l'induction artificielle des contractions utérines avant leur survenue spontanée, dans le but d'obtenir un accouchement par les voies naturelles chez une femme qui n'était pas jusque-là en travail. Donc il est réalisé soit pour des raisons médicales, pour faciliter l'accouchement et éviter toute complication, soit pour des raisons de convenance. Donc la décision de déclencher un accouchement, ça relève de la compétence de l'obstétricien et la sage-femme participe au choix de la méthode de déclenchement. Avant de choisir la méthode de déclenchement, eh bien, le col de l'utérus va être observé par toucher vaginal pour savoir si celui-ci est mature, avec la dilatation et l'effacement en cours, la présentation du fœtus ou non. Et donc différents critères vont permettre de donner un score qu'on appelle le score de Bishop. Au cours des dernières décennies, l'incidence du déclenchement du travail pour raccourcir la durée des grossesses a augmenté. Donc, actuellement, 22% des accouchements sont déclenchés au niveau français. Il existe plusieurs méthodes de déclenchement du travail. Donc, on a tout d'abord les méthodes de déclenchement médicamenteuses avec l'utilisation d'oxytocine et de prostaglandine. On dispose également de méthodes de déclenchement mécanique avec la rupture artificielle des membranes, les ballonnets cervicaux et le décollement des membranes. Donc lorsque le travail ne se déroule pas normalement, il peut y avoir un risque pour la vie de la santé et la santé de la mère. Donc parmi ces risques maternels à l'accouchement, on compte l'hémorragie du postpartum, les infections, notamment les infections puerpérales, et les affections à long terme, telles que les fistules obstétricales, qui sont des trous anormaux dans le col utérin, qui peuvent entraîner un passage incontrôlable de l'urine et parfois des selles par le vagin. D'autre part, la vie extra-utérine nécessite la mise en place d'un ensemble de changements. Donc le nouveau-né doit faire l'objet d'une surveillance particulière, surtout les 8 premiers jours de sa vie. Donc on procède tout d'abord à un examen clinique. Donc il comprend une vérification des constantes, notamment les fonctions respiratoires, urinaires et cardiovasculaires, une observation de la peau, des membres et de la thermorégulation. Il y a également un examen clinique pour évaluer le tonus actif, les réflexes primaires et la recherche de Fontanelle. Et enfin, pour évaluer la nécessité d'une prise en charge urgente, on utilise le score d'Apgar. Donc c'est un test clinique qui permet de déterminer si l'enfant va bien ou non et l'éventuelle conduite à tenir. Il prend en compte la tonicité, le rythme cardiaque, l'activité respiratoire, la couleur de la peau et d'autres paramètres. D'autre part, une enquête et un examen clinique de la mère vont également permettre de préciser les antécédents familiaux et maternels, les antécédents gynéco-obstétricaux et également un suivi de la grossesse et une analyse de l'accouchement. On passe à présent à notre deuxième partie qui était consacrée au postpartum. Donc on appelle suite de couches ou postpartum la période qui s'étend de l'accouchement et la délivrance jusqu'à la première menstruation normale, ou aussi appelée retour de couche. Donc, après la délivrance, il y a une chute brutale du taux d'hormones qui stimule la sécrétion et la production de lait. Donc la lactation s'installe en 2 à 3 jours, et c'est ce qu'on appelle la montée de lait, une des modifications physiologiques caractéristiques des suites de couches. Donc, les autres modifications physiologiques caractéristiques des suites de couches sont l'involution utérine, la régénération de l'endomètre et la reprise de l'activité ovarienne. La date de reprise de l'activité ovarienne dépend de l'existence ou non d'un allaitement maternel. Donc, en cas d'allaitement maternel, chaque tétée entraîne l'inhibition d'hormones essentielles à l'activité ovarienne. Donc, en cas d'absence d'allaitement et donc d'inhibition hormonale, une ovulation et par conséquent une grossesse est possible dès le début du 2e mois, c'est-à-dire avant le retour de couche. Et donc les menstruations réapparaissent environ 40 jours après l'accouchement.
Donc concernant l'allaitement, au cours de la grossesse, on va noter une augmentation du volume des seins, une vascularisation plus importante et une hyperpigmentation de l'aréole. Alors le lait, il est fabriqué par les cellules sécrétrices de l'épithélium mammaire. Il va être sécrété en continu dans des structures qu'on appelle des acinis et ensuite il sera stocké dans l'attente de son éjection. Donc toujours concernant l'allaitement, donc le phénomène de lactation est sous la dépendance d'un ensemble d'hormones, dont l'ostradiol et la progestérone. Donc après l'accouchement, on a parlé d'une chute brutale du taux d'hormones et donc d'ostradiol et de progestérone qui stimule une hormone, la prolactine, l'hormone de la lactation. Et donc la lactation s'installe en 2 à 3 jours. C'est la montée laiteuse, comme on l'a dit précédemment. Et donc l'entretien de la lactation est assuré par les tétés. Donc la stimulation du mamelon provoque à chaque tétée une activation de la synthèse et de la sécrétion des constituants du lait et de l'ocytocine qui favorise l'éjection du lait. Donc on notera 2 fonctions pour le lait, une fonction nutritive et une fonction non nutritive. Concernant l'aspect nutritif, les éléments nutritifs qui sont synthétisés sont l'eau, les oligoéléments, les glucides, les protéines, les lipides, dont les plus caractéristiques sont le lactose et les caséines. Et concernant la fonction non nutritive, on a différents constituants non nutritifs, donc des protéines et des éléments cellulaires. Parmi les protéines, on notera la lactoferrine, les immunoglobulines, les lysosymes, les hormones et les facteurs de croissance. Et concernant les éléments cellulaires, donc ils ont un rôle fondamental pour conférer une immunité passive aux nouveau-nés donc contre certaines infections. Et on notera notamment les lymphocytes, les polynucléaires et les macrophages. Alors, il existe plusieurs complications maternelles durant le postpartum. Alors la première, c'est au niveau psychique. Alors, dû entre autres à la diminution des hormones et puis également de nombreux changements qui impliquent la naissance d'un enfant au sein de la famille, donc la fatigue, du stress, un changement d'organisation, et bien de nombreuses femmes peuvent souffrir du blues du postpartum, voire de dépression postpartum. Donc cet état est normal, mais voilà, n'hésitez pas à en parler avec votre conjoint ou votre entourage, mais aussi à votre sage-femme ou à votre médecin, qui sont là pour vous aider et vous apporter des solutions. Il existe également des complications dues à l'allaitement, comme par exemple l'apparition de crevasses, l'engorgement, qui est une production excessive de lait par rapport à ce que le sein peut contenir. Donc on va avoir un sein qui va être dur, gênant et assez douloureux. On a également l'apparition de lymphangite, qui est une inflammation des vaisseaux lymphatiques. La possibilité d'avoir une galactophorite, c'est une inflammation des canaux mammaires, et aussi des abcès au niveau du sein. Il existe également des complications sphinctériennes, avec un risque d'incontinence urinaire et ou anale, transitoire, mais c'est assez fréquent. On peut également avoir des complications infectieuses avec une endométrite, donc c'est l'infection de l'endomètre, la muqueuse de l'utérus, une pyélonéphrite aiguë, qui est une infection du rein, et également des infections au niveau de la cicatrice, au niveau du périnée ou de l'utérus. Vous pouvez également avoir des complications hémorragiques avec le risque d'hémorragie de la délivrance, hémorragie précoce, un risque d'hémorragie génitale tardive avec le retour de couches hémorragiques et également un risque d'anémie par carence en fer. Vous pouvez aussi avoir des complications non infectieuses, parmi lesquelles les complications thromboemboliques, dont on parlera juste après, et des complications avec les montées de lait. Au niveau des complications thromboemboliques, alors vous avez un risque de thrombose veineuse profonde, de thrombose veineuse cérébrale ou alors de phlébite pelvienne. Donc ces complications thromboemboliques sont en général dues à la formation de caillots dans la circulation sanguine. Donc si jamais vous n'allaitez pas, finalement les principales causes de fièvre peuvent être dues à une endométrite, à une infection urinaire ou à des phlébites. Donc en conclusion, pour assurer le bon déroulement de la grossesse, un suivi médical est indispensable, donc soit par un médecin, soit par une sage-femme,
à l'hôpital, en libéral ou dans un centre de protection maternelle et infantile. Tout au long de la grossesse, vous bénéficierez de 7 consultations médicales, d'examens complémentaires, de 3 échographies, d'un entretien prénatal précoce, d'un bilan prénatal de prévention, et enfin de 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. N'oubliez pas que les professionnels de santé sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc nous avons terminé notre partie de présentation et nous sommes maintenant prêts pour répondre à vos questions. Alors, êtes-vous pour ou contre l'épisiotomie? Alors, c'est une question difficile à laquelle répondre. Donc, déjà, l'épisiotomie, pour rappel, c'est une incision de quelques centimètres qui va être faite à l'aide de ciseaux au niveau de la muqueuse vaginale pour aider l'enfant à sortir au moment du couchement. Donc, cet acte, en général, il n'est pas douloureux parce qu'il est fait sur la maman qui est sous péridurale. Et si jamais la maman n'avait pas voulu être sous péridurale, eh bien, on peut faire une anesthésie locale. Le but de l'épisiotomie, ça va être d'éviter une déchirure naturelle, complexe et grave, qui pourrait abîmer le sphincter anal et du coup provoquer une incontinence anale, voire ou urinaire. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant l'épisiotomie, elle était réalisée presque systématiquement. Mais récemment, voilà, il y a eu des études qui finalement n'ont pas montré de bénéfice de l'épisiotomie sur la qualité de la cicatrisation par rapport à une déchirure naturelle. Et donc finalement, le nombre d'épisiotomies en France, il a diminué. Et il y a eu voilà, des recommandations du Conseil national de gynécologues et des obstétriciens français qui finalement ne recommande plus l'épisiotomie. Et donc finalement, ce chiffre a vraiment diminué en quelques années en France. On est passé voilà, de près de 30% à 20% en moins de 10 ans. Donc il y a quand même des situations dans lesquelles l'épisiotomie, elle va être inévitable. Donc c'est par exemple si votre bébé est en souffrance, donc pour accélérer son expulsion, si le bébé est assez gros ou si l'utilisation de forceps est nécessaire pour l'accouchement. Donc voilà, on ne peut pas non plus être certain à 100% d'éviter une épisiotomie, mais voilà, on peut préparer son périnée à l'accouchement et il y a des techniques de massage pour l'assouplir qui sont possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de l'épisiotomie avec votre gynécologue ou votre sage-femme. Ils pourront vous donner des informations pour mieux préparer et savoir voilà, toutes les situations dans lesquelles l'épisiotomie sera importante ou pas. On a une deuxième question. Quand est-ce que je dois reprendre un moyen de contraception? Alors, concernant l'ovulation, donc celle-ci ne reprend pas avant le 21e jour après l'accouchement. Donc, il n'y a donc pas besoin de contraception avant. Par contre, après 21 jours, la fertilité peut revenir et une contraception devient nécessaire. Donc, vous pouvez utiliser des préservatifs féminins ou masculins. Vous pourrez également en parler lors de votre consultation donc postpartum qui a lieu entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. Après, le choix de la contraception dépend de plusieurs critères. S'il y a eu un allaitement ou non, s'il y a un risque thromboembolique, s'il y a des pathologies liées à la grossesse, donc comme un diabète gestationnel ou de l'hypertension artérielle, s'il y a également des facteurs de risque existants avant la grossesse. Donc, concernant les hormones œstroprogestatives, chez les femmes qui allaitent, ce n'est pas recommandé dans les 6 mois suivant l'accouchement. Par contre, concernant les femmes qui n'allaitent pas, c'est possible de les utiliser à partir de 42 jours. D'autre part, concernant les hormones progestatives, à partir du 21e jour, on peut les utiliser qu'il y ait eu un allaitement ou non. Et concernant les dispositifs intra-utérins, on peut les utiliser à partir de la 4e semaine, qu'il y ait allaitement ou pas. Alors j'ai une autre question, c'est quand reviendront mes règles?
Donc, on a parlé du fait que voilà, les premières règles depuis l'accouchement, c'est ce qu'on appelle le retour de couche. Alors, il y a pas de règle pour tout le monde, hein, ça peut varier d'une femme à l'autre, mais en général, si vous n'allaitez pas, les règles vont revenir vers 6 à 8 semaines après l'accouchement. Par contre, si vous allaitez avec un allaitement exclusif, et bien finalement, les règles vont être décalées et ça peut être décalé de plusieurs mois, environ 4 mois. On a une nouvelle question. Est-ce que c'est mieux d'accoucher par césarienne? Donc vous pouvez choisir donc, si vous accoucherez par voie basse ou par césarienne, mais ce choix doit tenir compte de conseils personnalisés des médecins. Sachez que parfois la césarienne peut être pratiquée en urgence pour le bien du bébé et de la maman. Donc renseignez-vous sur cette méthode. Donc, voici quelques différences majeures. Donc, la durée de l'accouchement avec une césarienne, donc l'opération dure entre 3 et 4 heures, le temps de préparation, le temps de récupération compris. La sortie du bébé prend moins de 30 minutes. Donc, on a également une différence au niveau de la programmation. On peut programmer son accouchement par césarienne et pas par voie basse. Ensuite, il y a une différence au niveau de la douleur. Il n'y a pas de douleur par césarienne au moment de la sortie du bébé, puisqu'elle est réalisée sous péridurale. Ensuite, vous aurez des analgésiques en intraveineuse, alors que l'accouchement par voie basse peut être très douloureux. Ensuite, il y a une différence au niveau également de la récupération. Au niveau physique, c'est plus difficile pour une maman qui a une césarienne. Donc, il y a des difficultés à se lever, à marcher pendant les premiers jours, et la douleur diminue très lentement, et mettra des jours, voire des semaines à disparaître. Mais pas de risque d'incontinence urinaire ni de chirurgie vaginale, contrairement à un accouchement par voie basse. Donc, concernant le bébé, il y a des différences au niveau de l'immunité. Donc, en passant par voie basse, des bactéries nécessaires au bon fonctionnement des organes sont transmises au bébé, alors que par césarienne, le bébé ne les reçoit pas, ce qui pourrait avoir un impact sur son système immunitaire. Donc, il y a également un meilleur apport en oxygène pour le bébé et une meilleure stimulation par voie naturelle. Donc, en France, près d'une femme sur 5 donne naissance à son bébé par césarienne, et dans moins de la moitié des cas, elle est programmée. Parfois, il y a des situations qui empêchent l'accouchement par voie basse, donc comme un mauvais positionnement du placenta, ou d'autres situations donc, qui peuvent entraîner une décision personnalisée. Donc, par exemple, si vous avez déjà eu une césarienne auparavant, si le bébé se présente par le siège, si vous attendez plus d'un enfant, si votre bébé est considéré comme gros bébé, ou si vous portez certains virus. Alors, j'ai une question sur la douleur. Comment gérer la douleur pendant l'accouchement sans péridurale? Là encore, faut pas que vous hésitiez à en parler avec votre sage-femme ou votre gynécologue. Ils pourront vous donner des conseils et vous orienter vers des professionnels de santé qui pourront vous aider. Bon, il n'y a pas de méthode miracle, hein. Chaque maman a ses méthodes. Par exemple, il y a la chaleur. Donc, vous pouvez utiliser des bouillottes appliquées sur les reins ou le bas-ventre. Ça peut aider à soulager. Il y a aussi beaucoup de mamans qui aiment bien prendre une douche ou un bain pendant toute la période des contractions. Vous pouvez utiliser des techniques d'acupression. Donc voilà, il y a certains points du corps qui, stimulés, vont pouvoir diminuer la douleur. Il y a tout ce qui est entraînement au souffle. Donc ça, vous pourrez aussi travailler et apprendre à gérer votre souffle pendant les préparations à l'accouchement. Il y a certaines mamans qui sont soulagées par le mouvement, donc vous pouvez marcher entre les contractions, ne pas hésiter à changer de position, voilà, vous vous sentiez libre de vos mouvements. Certaines mamans vont pratiquer l'auto-hypnose. Donc l'idée, c'est de remplacer les sensations douloureuses par des pensées agréables et donc essayer d'être voilà, conscient conscient et actif dans son accouchement. Et vous pouvez aussi utiliser des techniques de sophrologie. Pareil, là, le but, ça va être de visualiser l'accouchement de façon positive et d'apprendre à se relaxer. Donc finalement, voilà, il n'y a pas de méthode miracle, mais
propose, c'est vraiment préparer au mieux l'accouchement avec l'équipe médicale, vous être au courant de voilà, comment ça peut se dérouler et comme ça, vous arriverez déjà à mieux gérer la situation et donc mieux gérer votre douleur. Donc voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez épaulé dans cette étape et ça se passera bien. Bien. Donc, notre webinaire touche à présent à sa fin. Nous vous remercions donc pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et vous pouvez retrouver nos premiers webinaires sur notre chaîne YouTube Santé sur le net également. Nous espérons aussi vous voir bientôt sur nos prochains webinaires santé. Et surtout, prenez soin de vous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.